Est-ce qu'il existe un nombre magique d'actions à détenir dans ton portefeuille pour performer? Est-ce que, si vous aviez 5 sources de revenus, par exemple votre travail du quotidien, une rente d'un bien immobilier, que vous touchiez des dividendes sur vos investissements, que vous donniez des cours dans un domaine que vous maîtrisez, et, en dernier, que vous fassiez de l'achat-revente sur Vinted, on pourrait dire que vous avez des revenus diversifiés, non? Pourtant, lorsqu'il s'agit du marché actions, les experts recommandent de détenir entre 20 et 30 actions différentes. Dans cette vidéo, j'ai traduit 2 passages d'une assemblée générale de Berkshire Hathaway qui a eu place en 1996 et dans laquelle Warren Buffett et Charlie Munger donnent leur opinion sur la diversification. La vidéo date de presque 30 ans, donc les choses ont pu évoluer, mais je reste intimement convaincu que les conseils restent valables aujourd'hui. En première partie de la vidéo, un extrait sur la diversification et le nombre d'actions à détenir, et en deuxième partie de la vidéo, un extrait sur les actions à ne jamais vendre. Bon visionnage, c'est parti. Extrait numéro 1. La diversification est une protection contre l'ignorance. Je m'appelle Mark Hake, je viens de Scottsdale, Arizona, et je suis très intéressé par votre politique de diversification et par la manière dont vous concentrez vos investissements. J'ai étudié vos rapports internes depuis de nombreuses années, et il y a eu des années où vous aviez beaucoup d'actions dans votre portefeuille et une année où vous n'en aviez que 3, en 1987. Alors, j'ai 2 questions. Étant donné le nombre d'actions que vous avez dans votre portefeuille aujourd'hui, qu'est-ce que cela implique quant à votre vision du marché? À savoir s'il est bien évalué. Et deuxièmement, il semble que chaque fois que vous prenez un nouvel investissement, vous ne prenez jamais moins de 5% et jamais plus de 10% du portefeuille total avec cette nouvelle position. Et je voudrais savoir si j'avais raison à ce sujet. En ce qui concerne le deuxième point, ce n'est vraiment pas correct. Nous avons des positions que vous ne voyez même pas parce que nous n'avons listé que les positions supérieures à 600 millions dans le dernier rapport. Et, évidemment, ce sont toutes des positions plus petites. Parfois, parce qu'il s'agit d'entreprises plus petites et que nous n'avons pas pu investir autant d'argent, parfois parce que les prix ont augmenté après que nous les ayons achetés, et parfois parce que nous sommes même en train de vendre la position à la baisse. Il n'y a rien de magique. Nous aimons investir beaucoup d'argent dans des choses qui nous tiennent à cœur. Et cela nous ramène à la question de la diversification. Nous pensons que la diversification est une pratique qui n'a généralement que très peu de sens pour quiconque sait ce qu'il fait. La diversification est une protection contre l'ignorance. C'est-à-dire que si vous voulez vous assurer que rien de mauvais ne vous arrive par rapport au marché, vous possédez tout. Il n'y a rien de mal à cela. Je veux dire que c'est une approche parfaitement saine pour quelqu'un qui ne pense pas savoir comment analyser les entreprises. Si vous savez comment analyser les entreprises et les évaluer, il est fou de posséder 50 actions, 40 actions ou 30 actions probablement. Parce qu'il n'y a pas tant d'entreprises formidables que ceux-là qui sont compréhensibles pour un seul être humain selon toute vraisemblance. Et le fait d'avoir une entreprise formidable et de mettre de l'argent sur la 30e ou 35e action de votre liste d'actions préférée et de renoncer à mettre plus d'argent sur celle en première position nous semble, à Charlie et à moi, une pure folie. C'est une pratique conventionnelle, et si tout ce que vous avez à faire est d'atteindre la moyenne, cela peut vous permettre de conserver votre emploi. Mais c'est l'aveu, à notre avis, que vous ne comprenez pas vraiment les entreprises que vous possédez. Vous savez, sur mon portefeuille personnel, je possède une action, mais il s'agit d'une entreprise que je connais et avec laquelle je suis à l'aise. Est-ce que j'ai besoin de posséder 28 actions pour avoir une bonne diversification? C'est absurde. Et, au sein de Berkshire, je pourrais choisir 3 de nos entreprises et je serais très heureux si c'était les seules que nous possédions et si j'avais tout mon argent dans Berkshire. J'adore le fait que nous puissions acheter plus que cela et que nous continuions à le faire. Mais, 3 entreprises merveilleuses, c'est plus que ce dont vous avez besoin dans cette vie pour réussir. Et la personne moyenne ne va pas fonctionner comme cela. Je veux dire que si vous regardez comment les fortunes ont été construites dans ce pays, elles n'ont pas été construites à partir d'un portefeuille de 50 entreprises. Elles ont été construites par quelqu'un qui a identifié une entreprise merveilleuse. Coca-Cola est un excellent exemple. Beaucoup de fortunes ont été bâties sur cette base. Et il n'y a pas 50 Coca-Cola, vous savez. Il n'y en a même pas 20. S'il y en avait, ce serait très bien. Nous pourrions tous investir et nous diversifier comme des fous au sein de ce groupe et obtenir des résultats qui seraient équivalents à ceux de la propriété de l'entreprise vraiment merveilleuse. Mais vous n'allez pas la trouver. Et la vérité, c'est que vous n'en avez pas besoin. Je veux dire que si vous avez une entreprise vraiment merveilleuse, elle est très bien protégée contre les vicissitudes de l'économie au fil du temps et contre la concurrence. Vous savez, nous parlons d'entreprises qui résistent à une concurrence efficace et 3 d'entre elles seront meilleures que 100 entreprises moyennes et elles seront d'ailleurs plus sûres. Je veux dire qu'il y a moins de risques à posséder 3 entreprises merveilleuses faciles à identifier qu'à posséder 50 entreprises bien connues.
Et il est étonnant de constater ce qui a été enseigné au fil des ans dans les cours de finance à ce sujet. Mais je peux vous assurer que si je devais parier les 30 prochaines années sur la fortune de ma famille, qui dépendrait des revenus d'un groupe donné d'entreprises, je préférerais choisir 3 entreprises parmi celles que nous possédons plutôt que de posséder un groupe diversifié de 50. Charlie? Ce qu'il dit, c'est qu'une grande partie de ce qui est enseigné dans les cours modernes de finance, d'entreprise est de la foutaise. Tu veux développer sur ce point, Charlie? Vous ne pouvez pas croire ces choses. Je veux dire que c'est la théorie moderne du portefeuille et c'est... Il n'a aucune utilité. Mais je veux dire qu'il vous dira comment faire la moyenne. Mais je pense que n'importe qui peut comprendre comment faire la moyenne en CM2. Ce n'est pas si difficile. Les cours sont élaborés et il y a beaucoup de petites lettres grecques et toutes sortes de choses qui vous donnent l'impression d'être dans la cour des grands, mais il n'y a pas de valeur ajoutée. J'ai beaucoup de difficultés avec ça, car je suis en quelque sorte un étudiant atteint de démence. Et je suis normalement classé dans la catégorie des démences, vous savez, sur certaines théories sur la structure des modèles, mais la théorie moderne du portefeuille implique un type de démence que je ne peux même pas classer. Il se passe quelque chose de très étrange. Si tu trouves 3 entreprises merveilleuses dans ta vie, tu deviendras très riche. Et, si tu les comprends, les mauvaises choses n'arriveront pas à ces 3-là, je veux dire que c'est la particularité de ces entreprises. D'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle il y a tant de démence. Si vous croyez à ce que dit Warren, vous pourriez enseigner tout le cours en une semaine. Et le grand prêtre n'aurait aucun avantage sur les laïcs, ce qui n'est jamais très vendeur. Neil Macaron, New York City. Berkshire possède des actions dans plusieurs sociétés que l'on appelle des participations permanentes. Au début des années 70, nous avions un marché à 2 vitesses, avec des actions à décision unique et des ratios cours-bénéfices élevés, 50 ou 60 fois les bénéfices. Si ce marché devait réapparaître, les participations dans les actions d'entreprise détenues par Berkshire seraient-elles toujours permanentes? Ou y a-t-il un prix pour tout? Il y a des choses pour lesquelles nous pensons qu'il n'y a pas de prix. Nous avons parfois été testés et nous ne les avons pas vendus. Mais vous savez, mon ami Bill Gates dit qu'à un moment donné, il faut que ce soit illogique. À un certain prix, vous devez être prêt à vendre un titre négociable en oubliant qu'il s'agit d'une entreprise contrôlée. Mais je doute que nous soyons jamais mis à l'épreuve là-dessus. Il n'y en a que quelques-uns dans cette catégorie. Nous avons une grande résistance à vendre des entreprises dont nous apprécions à la fois l'activité et les personnes. Je ne pense donc pas qu'il faille compter sur de nombreuses ventes. Mais si vous assistez à une réunion ici et que les bénéfices sont multipliés par 60 ou 70, gardez un œil sur moi. Charlie? Le soi-disant marché à 2 vitesses a créé des difficultés, je dirais principalement parce que beaucoup de personnes ou d'entreprises étaient qualifiées de première catégorie alors qu'elles ne l'étaient pas vraiment. Elles avaient simplement été, à un moment donné, de première catégorie. Si vous avez raison sur les entreprises, vous pouvez les conserver à des valeurs assez élevées. Oui, vous pouvez vraiment conserver ces entreprises à des niveaux extraordinaires si vous en possédez, mais c'est très difficile à trouver. Vous n'allez pas trouver d'entreprise aussi bonne. Alors, vous devez vous demander, est-ce que j'aurai la chance de racheter cette même entreprise à un prix plus bas, ou est-ce que je vais acheter quelque chose d'à peu près aussi bon à un prix beaucoup plus bas? Nous ne pensons pas être très doués pour cela, nous préférons simplement rester assis, conserver l'entreprise, et faire comme si le marché boursier n'existait pas. En fait, cela a beaucoup mieux fonctionné pour nous que ce que j'aurais prédit il y a 20 ans. Je veux dire cet état d'esprit où, il y a 25 ans, cet état d'esprit a engendré pas mal de bonnes choses, bien plus que ce que j'aurais pu prédire. Mais là, tu montres encore ton tour, tu sais, toujours en train d'apprendre. Beaucoup de gens considèrent cela comme de la triche. Voilà pour les 2 extraits. Bon, il y a peut-être quelques erreurs de traduction, j'ai fait de mon mieux, j'espère que c'était quand même compréhensible. Pour résumer, dans une optique long terme, si vous n'avez pas la capacité ou l'envie d'analyser une entreprise, il est préférable de détenir entre 20 et 30 entreprises pour diversifier et pour moyenner les gains et les pertes. Ça vous permettra de limiter les risques. En revanche, si vous souhaitez vraiment vous renseigner sur les entreprises sur lesquelles vous investissez, analyser le business et sa valorisation, il est préférable de détenir entre 1 et 3 positions, car il n'est pas possible pour un seul homme de suivre plus d'entreprises sérieusement. Ça vous évitera de vous éparpiller avec trop d'actions au portefeuille et de louper des opportunités. Et à quoi bon posséder plus d'actions? Il n'existe pas tant d'entreprises formidables qui vaillent la peine de all-in. Si tu trouves 3 entreprises merveilleuses dans ta vie, tu deviendras riche. Si tu sélectionnes très bien ces quelques entreprises, elles résisteront à une concurrence féroce et performeront quoi qu'il arrive. Tu peux donc les garder même si elles ont un multiple élevé. Buffett met en avant l'idée que plutôt que de spéculer sur des achats et des ventes fréquents d'actions, il est souvent préférable de conserver des entreprises de bonne qualité sur le long terme, en ignorant les fluctuations du marché. Il souligne aussi l'impact positif de cette approche
qui a dépassé ses attentes grâce à une combinaison de patience et de bonnes opportunités. Et vous, je suis curieux, dites-moi en commentaire combien est-ce que vous pensez qu'il faut détenir de positions dans son portefeuille. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like, ça me permet de savoir si le contenu vous plaît. Allez, prenez soin de vous et de vos investissements. Ciao.